Bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui dans ce cadre de Macaya. Aujourd'hui ça se précise parce que là nous avons affaire à un invité de marque qui est un Martiniquais. Et le mot Macaya était venu peut-être un peu aussi de la Caraïbe à un certain moment, c'est pour ça qu'on l'avait choisi. Alors un Martiniquais qui s'appelle Emmanuel de Rénal. Emmanuel, bonjour. Bonjour Alain. Et je suis tout à fait ravi de t'accueillir. Alors je dois vous dire que au-delà de mon engagement pour l'Afrique, puisqu'il va être question quand même plutôt de la Martinique et des départements d'outre-mer, j'ai quand même une attache forte sur les outre-mer et je suis une sorte de faux domien de Martinique depuis une cinquantaine d'années. Je dis ça pour le rappeler à ceux qui ne le sauraient pas, qui vont nous écouter, par rapport à ma profession et par rapport à ma famille. Voilà un petit peu l'histoire. Emmanuel de Rénal, je l'ai trouvé finalement, parce que 50 ans, on ne se connaît pas depuis 50 ans. On se connaît depuis quelques temps, mais il n'y a pas si longtemps. Par un de mes grands amis, Jean-Paul Joannel, qui était le délégué lorsque Emmanuel de Rénal était président d'une association patronale qui s'appelle Contact Entreprise. Et alors oui, il fait partie de ce qu'on appelle les béquets. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des béquets, ce sont des gens qui sont originaires de France métropolitaine, on va dire, en principe, et qui ont une arrivée colonialiste sur les départements d'outre-mer, mais on va s'apercevoir que dans le bon sens du terme, il y a aujourd'hui des remises en question de ces choses-là, sans revenir sur le passé, qu'on ne peut pas changer. Voilà. Mais c'est un béquet, c'est pour ça qu'il est intéressant de le voir et de l'entendre. C'est un béquet de manière très originale, avec un discours nouveau, un discours enfin, assez nouveau, on va dire, depuis quelques années, un discours constructif, un discours surtout humain et ouvert. C'est ce qui me plaît dans sa démarche. Elle est tournée vers les autres et vers l'avenir. Donc, il est chef d'entreprise au départ, il faut quand même le dire, aussi dans la publicité, en Martinique, et il commence à écrire en 2019, je crois, je fais ce petit rappel, pour faire valoir, évidemment, le terme formidable qui dit « sans l'autre, on n'est rien ». C'est une phrase qui a été faite dans le cadre, d'ailleurs, de Ubuntu, du mot qui était utilisé et créé par Nelson Mandela et également Desmond Tutu. Et c'est ce premier livre que tu as écrit qui s'appelle Ubuntu, qu'on aperçoit ici dans sa nouvelle version d'ailleurs. Alors il a fait rapidement partie de cette association que je vous invite à découvrir qui s'appelle Tous Créoles. Tous Créoles qui a été créé par notre ami regretté Roger Jaham, à qui on pense souvent, et qui était associé à un autre métis qui s'appelle Gérard Dorling Carter. En 2007, ça remonte déjà, Tous Créoles. Et c'est évidemment l'occasion de se rendre compte dans cette association des différences, mais finalement de quelque chose de collectif. C'est un peu ça la thématique, je crois, de Tous Créoles. Voilà, alors dans cette association, il y a environ une quarantaine de personnes qui font partie de ce comité Créole Martinique. Et il y a toute nature de personnes. C'est ça qui est amusant et intéressant. Il y a évidemment des Noirs, des Métis, des Indiens, des Chinois, des Békés, bien entendu, des Syriens d'origine, et quelques métropolitains, et d'ailleurs africains, ce qui nous rapproche de notre thématique du club, et de Macaya. D'ailleurs, je te signale que je tente de rentrer dans ce Tous Créoles, et j'ai bien attention que ton épouse ou toi-même, vous arriviez à me faire rentrer, et je ne suis pas payé ma cotisation, bien sûr. Voilà. Alors, la question que j'ai envie de poser au début, mes chers Emmanuel, on va parler de tes livres, bien sûr, mais pourquoi écrire? Qu'est-ce qui t'a pris, en fait, d'écrire sous cette appellation d'Ubuntu, qui a été le premier livre, en définitive, et quel rapport tu fais avec ce livre qui est merveilleux, qui vient de faire, comme je l'ai dit, une nouvelle version, avec la même préface de notre ami Jean-Paul Joannel, qui est magnifique et qui détermine très bien le sujet, et qui finalement se termine par une phrase terrible que j'ai trouvée incroyable, qui a attiré mon attention la première fois. Ne m'appelez plus Béquet, mais je suis un Martiniquais créole. Ça c'est magnifique, ça me met même les larmes aux yeux de le dire, parce que c'est tout à fait significatif. Il y a des choses qui ne se refont pas, mais en même temps, c'est cette prise de conscience que je trouve extraordinaire et qu'il est bon que tu nous expliques. Alors pourquoi tu t'es mis à écrire et dans quel sens? Oui, alors bon, dans la nouvelle version d'Ubuntu, je raconte d'ailleurs dans la préface ce qui a présidé à l'écriture de ce premier texte.
Et alors, l'histoire est très simple, ça se passe, c'est un dîner entre amis, on est en fin 2019, et comme souvent en Martinique, les sujets sociétaux s'invitent à la table, et souvent les discussions s'échauffent, parce qu'on parle des identités, et on parle de sujets que finalement qu'on maîtrise chacun très peu, parce que dès qu'on aborde ces thèmes-là, on ne sait plus où se situer, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus comment se définir par rapport aux autres. D'autant que notre société a ce site particulier aux Antilles, c'est qu'elle est malheureusement extrêmement racialisée et qu'elle codifie les positionnements des uns et des autres. Et donc ça crée parfois des malaises dans nos relations. Et donc lors de ce dîner, le débat s'échauffe, le vin coule à flot, donc on est émoustillé à l'aide du vin sans doute. De Bordeaux, bien sûr. De Bordeaux, évidemment. Oh, évidemment. Évidemment. Et donc là, on part un peu dans tous les sens. On ne valide pas forcément les opinions qui sont émises, mais en tout cas, tout est entendu, tout est dit. Et on se dit beaucoup de choses mutuellement. Ça reste un dîner amical, donc on est prêt à tout entendre. Et en quittant ce dîner, là, j'ai eu un électrochoc réel en me disant, mais au fond, c'est vrai que ces sujets-là, ils nous submergent et on ne sait pas les traiter correctement. Et donc, au petit matin, à mon réveil, le lendemain, je décide de me poser la question sincère, qui suis-je? Voilà, qui suis-je au fond sur cette planète? Comment je peux me définir autrement que par des stéréotypes qui jusque-là me résumaient de manière non satisfaisante? Et donc, j'écris sans trop savoir où ça allait me mener, et je décide d'être tous ceux qui m'ont précédé. Et je pars très loin, puisque le premier portrait que je dessine est celui d'un homme de Cro-Magnon, un chasseur de mammouth, et je remonte le temps en disant, après tout, tous ces personnages sont en moi, puisque ils font partie d'une chaîne qui me constitue, dont je suis un maillon. Tu l'avais vérifié en termes généalogiques? Alors, d'abord, c'était très intuitif. J'arrive un instant, mais comme toi, comme n'importe qui sur Terre, nous n'existons que parce que d'autres ont existé précédemment. Et ces autres, en réalité, c'est pas simplement nos pères, nos mères et nos grands-pères et nos grands-mères, c'est toute la chaîne de l'humanité. Parce que j'ai fait un simple calcul pour bien que tu comprennes l'idée. Il y a une date forte chez nous en Martinique, c'est la date du début de la colonisation, 1635. Et on a tendance en Martinique à nous résumer tous en fonction de cette date. C'est là que tout a commencé. L'esclavage est arrivé 20 ou 30 ans après. Et donc cette société martiniquaise est construite autour de ce premier geste de colonisation. Eh bien, j'ai calculé qu'entre 1635 et aujourd'hui, il y a à peu près 18 générations qui se sont succédées, et que je pourrais revendiquer pas moins de 135 000 ancêtres directs, puisque c'est une exponentielle, et donc toi aussi, bien sûr, tu as dit, et 135 000 ancêtres, forcément, il n'y a pas que ceux que l'on choisit, il y a tous ceux qui nous constituent malgré nos choix éventuels. Et si je rajoute la 19e génération, là on passe à 250 000. Enfin bon, donc on est dans un maelstrom de l'humanité, et on porte en nous, de manière automatique, de manière mécanique, la totalité de l'humanité. C'est un peu ce que j'ai voulu démontrer. Et quand je dis je suis Grac, le chasseur de mammouth, je suis tous ceux qui m'ont précédé depuis les temps anciens, c'est une réalité. Puisque là, pour le coup, je suis certain que je porte en moi tout ce que ces personnages ont été dans l'humanité. Et puis voilà, donc j'écris, et je remonte un peu le temps, en fantasmant et en inventant des ancêtres, parce que là, j'ai pas la documentation pour remonter si loin, mais j'ai quand même la chance d'être assez bien documenté sur mes origines connues, et donc à partir du XVIIe siècle, là, je rentre dans la famille. Et donc, je décris ces personnages aussi qui m'ont précédé, et ça me permet de raconter aussi, par ces portraits d'ancêtres réels cette fois-ci, une partie de l'histoire du pays, puisque c'est la colonisation, c'est les grands épisodes, c'est les premiers arrivés au temps où
où le pays était peuplé d'Indiens, de Caraïbes. C'est ensuite la période de l'esclavage qui a quand même drivé ce pays pendant 200 ans. Donc il y a aussi des interconnexions avec d'autres racines qui viennent d'Afrique, d'Asie. C'est ce moment où beaucoup de flux viennent alimenter l'île. Et puis il y a eu aussi l'abolition en 1848. Donc c'est une scène que je raconte à travers un de mes ancêtres. Il y a les grands cyclones qui ont rythmé aussi la vie de nos îles. Donc je raconte également une scène forte d'un cyclone qui ravage l'île. Il y a l'éruption d'un montagne Pelée en 1902. Et là, ce sont mes grands-parents qui sont concernés, qui ont évité de justesse la mort lors de cette éruption. Donc voilà, ces portraits d'ancêtres en remontant le temps me permettent aussi de raconter des épisodes de l'histoire de la Martinique. Et la conclusion, et c'est en écrivant qu'une conclusion s'installe dans mon esprit, et c'est en écrivant, et c'est là que le mot Ubuntu ressurgit. Voilà. Et Ubuntu, en réalité, c'est une philosophie effectivement inspirée d'Afrique du Sud, hein, c'est un mot bantou, qui dit en substance « je suis ce que je suis grâce à ce que tu es ». Et donc c'est grâce à ce qu'étaient ceux qui m'ont précédé, mais c'est un peu plus que ça aussi, puisque Ubuntu, c'est je suis ce que je suis grâce à ce que sont les gens qui m'entourent et qui me nourrissent de leur présence. Et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'en accumulant des relations, on s'enrichit soi, on ne sort jamais neutre d'une rencontre, quelle qu'elle soit, on capte toujours quelque chose qui vient s'additionner en nous et nous constituer. Donc cette philosophie du lien, de l'altérité, pour moi, elle est essentielle. L'homme est un animal de lien, donc il faut le rappeler. Et donc j'ai voulu revoir mon identité en me disant on ne peut plus la résumer sur un critère socio-ethnique qui est au fond extrêmement dérisoire. On est bien plus que ça, puisqu'on est tout ce qu'ont été les autres, on est tout ce que les autres sont autour de nous, et donc c'est une réalité de notre humanité que j'ai voulu rétablir pour ne pas qu'on me résume à une étiquette. Est-ce que tu as eu l'occasion, dans cette remontée dans le temps, en fait, de saisir aussi des explications, des alliances éventuellement qui auraient pu être faites avec d'autres communautés qui aujourd'hui se retrouvent en Martinique, par exemple? Alors, j'ai pas fait de travail documentaire sur les liens directs, Oui. mais oui, en tout cas, ce que j'ai pu noter, c'est que sans forcément que l'histoire ait laissé des traces à aujourd'hui, la certitude s'est imposée à moi que des liens se sont installés entre les différentes communautés au fil des temps. Oui. Ça, c'est une certitude. J'ai même d'ailleurs fait mon test ADN pour aller vérifier certaines choses. Et là, j'ai pu vérifier qu'en effet, dans mon propre ADN, eh bien, il y a des constituants africains, asiatiques, européens, mais un peu comme tout le monde en vérité. Et voilà, donc, oui, il faut savoir le rappeler. Il faut le rappeler parce que ça permet d'ouvrir la discussion. Absolument. Et cette mauvaise utopie de croire qu'il y a une pureté de la race, c'est une absurdité qu'il faut combattre absolument. Et donc il a fallu que j'écrive Ubuntu, il a fallu que je me donne des ancêtres de toutes parts pour enfin être à l'aise avec ce que je suis, c'est-à-dire un être complexe, constitué de l'apport de beaucoup de monde. Aujourd'hui, comme Jean-Paul Joannel le dit, les fractures profondes qu'il y a dans l'histoire, qui sont aujourd'hui réparables, quand même, on s'aperçoit que finalement... Alors, ce qui est à noter, c'est qu'il y a la réalité de ce que nous sommes, des êtres complexes, extrêmement interpénétrés de nos influences mutuelles. Et puis il y a une caricature dont on se satisfait aujourd'hui, qui consiste à nous résumer dans des représentations simplistes. Et le monde va mal parce que le monde est à l'aise avec cette logique de caricature, cette logique de représentation. Et alors, ça n'est pas propre à la Martinique, ça n'est pas propre aux Antilles, c'est vrai sur toute la planète. On aime bien cantonner chacun dans un clan, on veut bien le résumer avec 2 ou 3 critères, et puis ça suffit pour dire celui-ci est juif, celui-ci est, celui-ci est béqué, celui-ci est noir. Et là, on est dans une absurdité que je veux dénoncer parce que nous sommes tous beaucoup
plus que ça. On ne peut pas se résumer. Pour arriver jusqu'à la guerre, par exemple, oui. c'est le cas aujourd'hui de l'Israël et de nous avons une petite parenthèse que je fais au passage. À Bordeaux, par exemple, on a un jumelage de villes entre Ashdod, une ville d'Israël, et Ramallah, une ville de Palestine. Et un jour, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, en vent, avait réuni les deux équipes municipales de ces deux villes devant nous à Bordeaux. Et j'étais assis à côté d'un homme à table, je me rappellerai toujours de ça, qui dit, vous savez, moi je suis de Ashdod, mais ma femme est palestinienne. Ça me rappelle ça. Alors je me dis, en Martinique, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent, moi je suis béquet, mais finalement, ma grand-mère était métisse, par exemple, tu vois, je ne sais pas. Oui, mais c'est ça qui est formidable. La conclusion que je tire de ce travail sur Ubuntu, c'est une conclusion un petit peu radicale qui consiste à tuer le concept d'identité. Et alors quand je dis ça, je sais que je touche à un tabou parce que l'identitarisme est quelque chose qui est porté au pinacle dans nos îles. Mais moi, je considère que l'identité, c'est ni plus ni moins quelque chose de forcément limité, de forcément... et je préfère au concept d'identité qui, à mon avis, est trop réducteur, le concept de personnalité. Nous sommes tous des personnes, on peut s'enrichir des influences des uns des autres, on peut se revendiquer des affinités avec tel ou tel groupe, mais l'identité est quelque chose qui nous assigne et qui ne correspond pas à la complexité de ce que nous sommes. Donc moi, je combats plutôt cette logique identitaire, et d'ailleurs, je constate que toutes les guerres du monde, tous les grands conflits sur la planète ont systématiquement une source identitaire. C'est toujours pour des raisons identitaires que l'on se bat. Et cette obsession identitaire, à mon sens, n'a jamais créé de bonheur sur Terre. On ne connaît pas d'exemple où, au prétexte d'un combat identitaire, on devient plus heureux. C'est tout le contraire. Donc au fond, je me dis c'est un mauvais combat dans lequel beaucoup se vautrent, et je préfère largement cette notion de personnalité plutôt que d'identité. En fait, il faut dire à nos auditeurs qu'en fait, ta démarche n'est pas une démarche politique. Non. C'est une démarche humaine, ce qui a beaucoup plus de valeur en plus de ça, parce qu'elle est éternelle. Et ça, s'il faut le dire. Et je pense que les besoins de discussion se trouvent au-delà seulement de la créolité ou du créole, mais également de l'origine, comme tu l'as très bien expliqué. Je voudrais que tu nous parles un peu de ta rencontre avec Steve, je sais pas si on dit Steve Follagadé, qui a été à l'origine de ce livre qui s'appelle donc Dialogue improbable. Voilà. Ça, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu en vite fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il ne faut pas trop s'éterniser sur l'enregistrement. Oui, alors Steve Follagadé, c'est un universitaire qui se définit lui-même comme étant un afrodescendant, et c'est quelqu'un qui a écrit une critique assez virulente sur Ubuntu quand ce livre est sorti. C'est ça. Je ne le connaissais pas, mais je lis sa critique. Alors, elle est très dure à mon encontre, mais en même temps, elle est intelligente, parce que Steve est quelqu'un d'intelligent. Et donc, je cherche à rentrer en contact avec lui, j'y parviens, et j'obtiens de sa part qu'il accepte rendez-vous, qu'il me fixe dans un terrain vague, loin des regards, parce que manifestement... Dans un terrain vague, c'est pas au bord de ta piscine de diamants. Pas du tout, non, il fallait que ça soit loin des regards, plutôt en fin de journée, parce que, et là je comprends que les précautions qu'il prend à me recevoir sont, là encore, c'est le poids aussi des représentations, qui parfois empêche des rencontres. Et on est prisonnier de ces représentations sociales qui viennent nous freiner. Mais bon, il s'affranchit de ça quand même en prenant quelques précautions, et on finit par se voir. Et bien évidemment, on se rencontre sur une première discussion qui est un petit peu tendue, parce que ça part d'un conflit intellectuel sur Ubuntu, mais en même temps une relation forte et intéressante, parce que enfin, on met sur la table des sujets tout à fait sensibles que jusqu'à présent n'étaient pas abordés entre des représentants aussi radicaux de deux mondes respectifs. Voilà. Moi, un béquet, lui, un afrodescendant. Et donc, on parle de tout. Et c'est intéressant parce qu'on confronte nos points de vue qui sont opposés, mais que l'on accepte dans leurs contradictions. Et on convient de se revoir la semaine suivante, et ainsi de suite. Et comme ça, toutes les semaines, pendant un an, pendant un an, on se voit
dans la même discrétion, et on parle de tous ces sujets que personne n'ose aborder de manière naturelle, et on le fait de plus en plus, franchement, de plus en plus à cœur ouvert, parce que la relation s'est établie, la confiance s'est établie, à tel point qu'à un moment donné, on décide d'enregistrer quelques-uns de nos entretiens. Donc on en a fait 7 enregistrés dans l'optique de pouvoir éventuellement les publier, ce qui a été fait et ce qui a donné lieu à ce livre, Dialogue improbable. Donc c'est la restitution de 7 dialogues qui n'ont pas du tout été modifiés, réécrits, on les a restitués tels qu'ils ont eu lieu dans leur jus d'origine. Et parce qu'on se disait après tout, cette démarche de rencontre, d'abord, elle nous a tous, lui et moi, elle nous a fait évoluer énormément, parce que c'était pas banal à notre niveau, et on disait que ça avait peut-être un sens que ça soit mis au service d'une opinion publique, pour se rendre compte qu'on peut s'affranchir de nos petites barrières et oser franchir les lignes. Mais au fil du temps, ces dialogues avaient évolué dans un sens de retrouver des terrains communs, ou alors c'était vraiment un dialogue d'opposition qui continuait en se tolérant, mais néanmoins, est-ce que ça évolue un petit peu? Ça a un petit peu évolué. Alors, bien évidemment, je pense qu'on est chacun resté dans son intégrité de pensée. Le but n'était pas de convertir l'autre. C'était pas ça l'esprit, c'était de comprendre, c'était de creuser, c'était de... Et je pense que oui, nos pensées respectives ont évolué. Elles ont évolué elles ont évolué parce que nous avons chacun mis beaucoup plus de nuances dans la compréhension du monde. Et en fait, quand on refait le film de ces rencontres, au début, c'était 2 caricatures de pensée qui s'affrontaient. C'était des positions, c'était des postures et petit à petit, ces postures se sont transformées en opinions, puis en idées, puis en hypothèses. Et au bout d'un an, là, on était vraiment dans la nuance. On pouvait trouver des zones d'accord, des zones de désaccord. Et aujourd'hui, clairement, après cette expérience humaine exceptionnelle que j'ai eu la chance de vivre avec Steve, je pense que j'ai acquis un degré de nuance dans mon regard sur le monde que je n'aurais pas connu si je ne l'avais pas rencontré. Et je pense que pour lui aussi, c'est la même chose. Comment ça a été perçu par tes amis Becquet d'un côté ou par les amis de Steve de l'autre? Alors, le hasard a fait que quand ce livre est sorti... Ça a rapproché des gens, par exemple? Alors, quand ce livre est sorti, Steve et moi, nous étions à Paris, tous les deux, pour en faire la promotion. Donc, on était loin du feu qui commençait, qui explosait quand ce livre est sorti en Martinique, qui a fait beaucoup de bruit sur place. Il y a eu des réactions très virulentes, notamment dans les milieux activistes, qui dans un premier temps, n'ont pas toléré que cette rencontre ait pu avoir lieu. Je pense que Steve s'est beaucoup fait attaquer pour m'avoir prêté son oreille. Et donc, mais ça lui a permis aussi peut-être ensuite de rentrer en dialogue avec son cercle pour pouvoir expliquer sa démarche. Donc ça demande un peu de temps. Et qu'aujourd'hui, il a sans doute réussi à on va dire, expliquer les choses et de mon côté, objectivement, j'ai pas eu de critique. J'ai pas eu de critique. Au contraire, j'ai plutôt eu des encouragements, quels que soient d'ailleurs les milieux qui m'entouraient. Et s'il y a eu quelques critiques, il y en a eu qui étaient très virulentes. Il y a eu 100 fois plus de signes d'encouragement de l'ensemble des milieux. Il y avait une espèce de grand enfin. Enfin, on se parle, enfin vous vous parlez. Enfin, donc c'est une espèce de témoignage de libération du possible. Oui, oui. Et de solidarité aussi, peut-être aussi sur les points communs. Oui, exactement. Et donc, je pense que au final, globalement, même s'il y a toujours des grincheux de part et d'autre, c'est normal, mais au final, je pense que cette démarche a donné un signal que, au fond, le dialogue était possible et nécessaire, qu'il fallait qu'on s'affranchisse. Ça a dépassé la Martinique, ou alors, par exemple, sur les autres départements caribéens, ou alors est-ce que ça va jusqu'à la Réunion, parce que ça c'est sûr. Alors, le livre la promotion a été faite. Alors, c'est un livre qui a été édité par Caribe Édition, donc qui est une maison d'édition antillaise, caribéenne, qui est bien implantée en Martinique et en Guadeloupe. Et donc, la Guadeloupe aussi a fait la promotion de ce livre.
Nous avons d'ailleurs été, Steve et moi, en Guadeloupe à la rencontre. Steve n'est pas guadeloupéen, non? Il est guadeloupéen d'origine. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, guadeloupéen d'origine. Pour ça, oui, d'accord. Et donc nous sommes partis tous les deux en Guadeloupe pour rencontrer des publics, échanger, débattre sur notre expérience. Donc Martinique, Guadeloupe, une très bonne autorité de ce livre. Et puis également sur les milieux ultramarins de Paris également. C'est un livre qui a eu son petit effet. Oui. Bon, très bien. Bon, Emmanuel, comme le temps presse et que notre régie générale nous fait signe qu'il va falloir peut-être conclure, je voulais quand même terminer en beauté, j'allais dire, par le dernier livre, Dialogue difficile, chronique de dialogue difficile, qui finalement tombe sur un petit regret, un petit échec même, je dirais, des discussions. Tu vas nous expliquer rapidement pourquoi, notamment avec la collaboration et la complicité même de notre chère amie Marie-Josée Ali. Oui, alors, que nous connaissons bien. Chronique d'un dialogue difficile raconte un dialogue, une tentative de dialogue collectif qui a échoué. Oui. Mais comme disait Mandela, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et donc ce livre me paraissait nécessaire d'être écrit pour comprendre et pour apprendre de cet échec d'une expérience. Alors je résume le projet tel qu'il avait été imaginé par Marie-Josée Ali, puisque c'est elle qui est à l'origine de ce projet. Et du Palais Poutan. Ça s'appelle le Palais Poutan. Oui, mais ça, c'est fait c'est elle qui avait créé ce mot. Oui, c'est elle qui avait créé ce mot et c'est elle qui avait créé ce concept. Alors, on s'était vu 3 ans avant à Paris parce qu'on réfléchissait déjà, elle et moi, sur des moyens de trouver des solutions pour détendre notre société qui se tendait fortement. On était en 2019 à l'époque, il y avait des boulonnages de statuts, enfin, c'était un peu crispé. Et donc, elle et moi, on se posait des questions. Et puis, en 2023, en début d'année, elle vient me voir en disant « Ça y est, j'ai trouvé la bonne approche. Ça va s'appeler Palais Poutan. On va réunir tous les jours 5 personnes, un béquet, un non-béquet, un historien, ou une historienne en l'occurrence, une psychologue chargée, compétente sur les grands traumas collectifs, une universitaire. On fera ça dans chaque commune, dans chaque mairie, sous l'autorité du maire de chaque commune, et de Martinique, et en connexion avec un public communal. Voilà. Donc tous les jours, une commune différente, et ce noyau de 5 personnes amorce un dialogue a priori difficile, et permet à la parole populaire de se libérer et de rentrer en... C'était une démarche extrêmement novatrice, courageuse quand même, parce qu'il fallait mouiller la chemise, et puis c'était un marathon de rencontres, et donc elle inscrit dans mon agenda les 32 rencontres, une par commune, une tous les jours, entre le 3 mai et le 15 juin, donc inutile de vous dire que pendant 1 mois et demi, mon agenda est quand même bien chargé, et donc on prépare les choses, on prépare tout ça, et avec un prérequis que Marie-Josée a en tête, qui est de dire, si les choses vont mal en Martinique, c'est pour une raison bien simple, c'est que depuis l'abolition, donc depuis 175 ans, c'est un grand silence qui prédomine entre les différentes communautés. Les communautés ne se sont pas parlé entre elles et n'ont pas réellement purgé les douleurs de l'esclavage. Et donc il faut lever le couvercle, il faut maintenant se livrer, se parler, se dire les choses. C'était ça son point de vue. Et donc elle me prévient, elle me dit, tu vas en prendre plein la gueule, ça va être compliqué pour toi, mais est-ce que tu es prêt à le faire? Mais il faut en passer par là, parce que malheureusement, nos ancêtres n'ont pas fait cette démarche. Donc c'est bien leurs descendants, et on n'a pas d'autre choix que d'assumer une responsabilité qui n'a pas été... Et là, tu étais le seul concerné pour le moment. Alors j'étais le seul pour le moment, mais j'avais quand même... Et soutenu par Tous Créoles. Soutenu par Tous Créoles, qui a complètement appuyé la démarche, et puis soutenu aussi par d'autres béquets qui étaient prêts à me rejoindre. Donc on aurait été dans cette démarche, pas seul, avec une vraie volonté d'ouverture, d'ouvrir, et puis de prendre le risque de l'échange difficile. Et donc, voilà, on s'était préparé psychologiquement, on savait que ça allait être dur, mais que c'était nécessaire et qu'il fallait tenter l'expérience après tout, qui ne tente rien à rien. Et malheureusement, le jour J de la première rencontre, c'était le 3 mai 2023 au Lamentin. Au Lamentin. Peut-être un mauvais choix de la mairie, mais enfin, il va peut-être commencer par quelqu'un d'autre. Peut-être, mais bon.
Et là, un groupe d'activistes bloque la manifestation. Marie-Josée va les voir pour essayer de détendre en leur disant mais c'est peut-être au contraire l'occasion de venir participer au débat. Donc venez. Et là, elle se fait agonir d'injures de manière extrêmement virulente. Et on sent bien que c'est une fin de non-recevoir et que ces rencontres n'auraient pas lieu, qu'il y avait de vraies menaces physiques qui étaient proférées. Et donc le maire a pris la décision plutôt qu'il valait mieux calmer les choses. Je pense qu'il n'a pas eu tort, parce que c'était pas tenable. Et toutes les mairies, les unes après les autres, se sont dégonflées, ont annulé. Alors que c'est une infime minorité, c'est peu de choses. Ils étaient dit sur les. Oui, c'est une infime minorité. Et là encore, alors, c'est un peu comme l'extrémisme en France, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des gens qui tout s'en va, nous peut-être qu'il y a une toute petite minorité qui monte les dents. Mais souvent, ce qu'on dit, et c'est vrai dans toutes les sociétés, il y a trois grandes catégories de personnes dans une société. Il y a d'un côté une minorité infime de constructeurs, qui sont des gens qui agissent, une minorité infime de destructeurs, et puis au milieu, vous avez un ventre mou, qui sont les spectateurs, qui se laissent un peu porter par la voix dominante des extrêmes. Bon, moi j'essaie d'être dans le camp des constructeurs, un petit peu, de faire en sorte que ceux-là, on les entende mieux, que leur voix porte un peu mieux que celle des destructeurs. Là, en l'occurrence, la voix des destructeurs, elle a été forte, et il a suffi de très très peu de monde pour bloquer une démarche constructive qui finalement n'avait pas d'opposition populaire massive. Au contraire, il y avait beaucoup d'espérance dans cette démarche. Est-ce que ça s'est su? Est-ce que ça peut au fait reprendre? Alors, c'est bien pour cette raison que j'ai écrit ce livre. Parce que je me suis dit, il ne fallait pas que cet échec ou que cette parenthèse chargée d'espérance meure et s'efface sous silence. Donc il fallait écrire. Donc j'ai fait ce texte pour ça, pour rappeler le fondement de la démarche, rappeler aussi les initiatives qui ont déjà été prises et qui sont positives, il y en a eu. Donc rappeler qu'on n'est pas non plus dans une démarche de non-action, il y a beaucoup de bonne volonté qui œuvrent, dont Tous Créoles et dont d'autres d'ailleurs, qui tous les jours sont dans l'action positive. Donc j'ai voulu quand même rappeler ces choses-là. Marie-Josée, de son côté, est en train d'écrire également un livre sur cette expérience. Donc l'idée même de produire des textes, de les publier, de les diffuser, je pense que c'est une démarche saine, positive, et au moins de cet échec sortira un enseignement, en tout cas on l'espère. Cher Emmanuel, merci. C'est une démarche extrêmement humaine, moi qui me plaît beaucoup et qui doit plaire aux gens en général. Et voilà. Donc ces livres sont là, vous les voyez. Le dernier en date, c'est effectivement la chronique du dialogue difficile, ce fameux livre dont on vient de parler à l'instant, qui est le dernier sorti. Il y a eu Ubuntu, il y a eu la mine, il y a eu aussi deux autres livres, Petit Prince également, sur une histoire de rejet également de la normalité d'un enfant, par exemple. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est aussi un sujet important, mais qui fait penser au rejet de quelque chose, quelque part, toujours. C'est comme ça que tu l'as présenté. Et aussi l'autre livre qui s'appelle Passeur de rimes, qui là est un espèce de relais des générations, qui ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que voilà, c'est quelqu'un qui sait écrire, qui écrit sur des livres qui sont des formats intéressants, parce qu'ils ne sont pas très gros, mais néanmoins extrêmement puissants. Voilà, mon cher Emmanuel, merci. Alors, je vais diffuser un petit peu ça dans un milieu qui n'est peut-être pas tout à fait le milieu auquel tu t'attends. Des journalistes français de métropole vont s'y intéresser, tu le sais, on va en reparler plus tard. Et puis, voilà, et puis peut-être qu'en Afrique aussi un jour, puisqu'on nous, il est question d'Afrique, on parlera de ça. Et les Africains qui vont venir avec les musiciens de Kassav, là, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais ça va ramener l'Afrique un peu à la Martinique, et ce qui est pas mal, mais dans le bon sens. Voilà. Merci en tout cas, cher Emmanuel. Merci Alain, merci beaucoup. Merci beaucoup, et merci à Salomé qui nous filme.